Dans l'actualité ce soir, les leçons d'un scrutin. Nicolas Sarkozy veut faire fructifier le succès de l'UMP. Il a reçu tout à l'heure les 29 élus européens de sa majorité. Il prépare le remaniement et annoncera de nouveaux chantiers la semaine prochaine. Autre enseignement du vote, la percée des écologistes. Feu de paille ou nouvelle donne. Daniel Cohn-Bendit écarte l'idée d'une grande formation à gauche, mais n'exclut pas des alliances. Le Parti socialiste sonné prépare un conseil national demain. On verra que la vague bleue a touché toute l'Europe. Autre actualité de cette journée, l'avancée des recherches après la disparition de l'Airbus. Le stabilisateur de vol a été récupéré aujourd'hui dans l'Atlantique. Par ailleurs, les 16 corps repêchés doivent être ramenés au Brésil demain pour y être expertisés. La mort à 73 ans du président du Gabon, Omar Bongo, est officiellement confirmée. Il était le doyen des chefs d'État africains. Les autorités demandent aux Gabonais de rester unis et solidaires. En France, 2 ans et demi après l'affaire des bébés congelés, le procès d'une énigme. Véronique Courgeot sera jugée pour infanticide à partir de demain donc à Tours. Elle est soutenue par sa famille, mais son geste reste inexpliqué. Enfin, mélanger du vin blanc et du vin rouge ne fera pas du vin rosé. Sous la pression française, la Commission européenne a renoncé à donner son feu vert. On verra que les producteurs du Sud-Est et d'ailleurs sont très soulagés. Bonsoir et bienvenue à tous. Un paysage politique bousculé, des dirigeants confortés, d'autres fragilisés. C'est ce qui ressort donc de ces élections européennes qui ont créé la surprise. Avant d'en venir aux détails de la journée des uns et des autres, en voici d'abord les résultats définitifs. L'UMP largement en tête avec 27,87% des voix. Loin derrière, le Parti socialiste avec moins de 16,5%. Au coude à coude avec la liste Europe Écologie, il n'y a finalement que 0,2% d'écart entre les deux listes, soit un peu plus de 30 000 voix. Le Modem est distancé à 8,45%. Viennent ensuite le Front National, 6,34%. Le Front de Gauche, 6,05%. Le NPA d'Olivier Besancenot, 4,88%. Et Libertas de Philippe de Villiers, 4,8%. D'abord donc le succès de l'UMP. Premier enseignement de cette journée, Nicolas Sarkozy, qui était monté en première ligne pendant la campagne, est conforté. Il a officiellement salué ce résultat aujourd'hui et veut s'appuyer sur ce score pour lancer une nouvelle phase de son quinquennat. Michael Darmon, Olivier Robert. À peine élu et déjà dans le bureau de Nicolas Sarkozy. Pour l'Elysée, le message aux eurodéputés de l'UMP est sans ambiguïté. C'est le chef de l'État qui a fait gagner sa majorité. Il voulait vraiment nous féliciter et nous dire qu'il comptait beaucoup sur nous et qu'on travaille ensemble. Vous avez une feuille de route? Il a mobilisé. Mais au-delà des propos convenus, pas toujours facile de savoir ce qui s'est dit. D'être sur le terrain, d'être beaucoup sur le terrain, de ne pas se laisser enliser par de rendre par tout compte ce qui est, aux voilà. citoyens du travail des députés européens. Hier soir, Nicolas Sarkozy a fait passer la consigne, ne pas bouder le plaisir de cette victoire aux européennes, si rare pour un parti de droite. C'est un résultat qui nous oblige, qui nous engage, qui nous donne des responsabilités à continuer les réformes, à moderniser l'Europe. Vous avez donné une feuille de route? Oui. Avec 60% d'abstention et presque 28% des voix, le succès de la droite est à nuancer. Mais au siège du parti présidentiel, il n'y a qu'une seule analyse. C'est un succès important qu'on a connu hier, c'est vrai, c'est la première fois depuis 30 ans que le parti du président arrive en tête, mais une chose est certaine, la crise est là. À partir d'aujourd'hui, Nicolas Sarkozy prépare le remaniement ministériel qui devrait intervenir dans les prochains jours. Simple réajustement ou plus profonde réorganisation de l'équipe gouvernementale. En tout cas, le chef de l'État entend bien continuer à envoyer des messages d'ouverture et de diversité. Et puis des initiatives seraient annoncées la semaine prochaine en matière européenne notamment. À noter également qu'en raison de ce score, Brice Hortefeux, 3e sur la liste dans le centre, est élu député européen. Il devrait a priori renoncer à ce mandat et rester au gouvernement. Le match de ce qu'on appelle les grands partis a donc tourné à la déroute hier pour le Parti socialiste. Personne n'avait imaginé un score aussi bas. C'est aussi un revers personnel pour Martine Aubry, mais personne pour l'instant ne l'a mise directement en cause aujourd'hui. Jeff Wittenberg, Bruno Vignet. On appellera cela le printemps pourri du PS. Benoît Hamon, porte-parole, qui ne retrouve pas son siège d'eurodéputé. Non mais franchement, c'est rien du tout, j'aurais dit. Harlem Désir, tête de liste en Ile-de-France, largement distancé par Daniel Cohn-Bendit. Ouais, le temps n'est pas au beau fixe. Hein. Pour ces résultats des élections européennes... Le coup de tonnerre, encore un rue de Solferino, a retenti hier à 20 h. On s'attendait à un mauvais score, pas à un désastre. Un cheveu devant les Verts, si loin de l'UMP.
Il va falloir quand même y faire violence, toute la gauche, je parle de toute la gauche, hein, qu'on arrête de se tirer dessus. Même sous les applaudissements qui mettent un peu de baume au cœur, sa première soirée électorale de première secrétaire est douloureuse. Martine Aubry promet du changement. Je prends surtout ce soir toute la mesure de la responsabilité du Parti socialiste dans le score qui est le sien. Et très vite, à l'émotion succède l'analyse rude sur le choix des électeurs. Ils ont dit, écoutez, allez vous faire voir. La nuit est passée, pendant que la direction du PS prépare le Conseil national de demain dans la discrétion. Les paroles viennent d'ailleurs, du camp de la critique. Notre langue est aujourd'hui morte, nous n'arrivons plus à nous adresser à nos concitoyens. Et Martine Aubry elle-même est mise en cause par quelques voix fortes du PS. Elle doit changer radicalement et dans la pensée du PS et dans la façon de gouverner le PS. Ségolène Royal, elle s'est montrée solidaire de Martine Aubry depuis leur meeting commun. Et depuis hier soir, elle garde le silence. L'autre grand vainqueur du scrutin, c'est donc la liste Europe Écologie, emmenée par Daniel Cohn-Bendit, qui fait jeu égal avec celle du PS. C'est du jamais vu. Que vont faire les Verts de ce succès? Daniel Cohn-Bendit a livré quelques éléments de réponse tout à l'heure. Alexandre Carra, Frédéric Pasquet. Un déjeuner en famille après la victoire. C'est avec son grand frère Gabriel que Daniel Cohn-Bendit veut savourer cet instant. De lui, rien ne peut me surprendre, y compris d'être à 38 000 voix juste derrière le PS au niveau national. Quelques minutes auparavant, le trio vainqueur s'était reformé. Aux côtés de José Bové, d'Eva Joly, Daniel Cohn-Bendit évoque déjà les alliances futures. Le Parti socialiste, il pense à une UMP de gauche. Je veux dire, ça, c'est la mauvaise solution. L'autonomie, c'est la seule possibilité. Une autonomie possible au vu de l'arithmétique de ce scrutin. À peine 35 000 voix d'écart avec le PS et le même nombre de députés, 14. Sur l'ensemble de la France, Europe Écologie dépasse les socialistes dans 37 départements. En Ile-de-France, c'est même le carton plein. Les écologistes sont numéro 2 derrière l'UMP dans toute la région. Pourtant, hier soir, avant de voir les résultats s'afficher, personne n'osait y croire. Vers 22 h, le héros du soir apparaît, Daniel Cohn-Bendit, l'art du sourire, le sens de la formule. C'est le D-Day de l'écologie politique. Un résultat inespéré même pour les militants les plus optimistes. Moi, ça fait 30 ans que j'attendais ça. Un beau score, et puis tout le monde ensemble, la main dans la main. On n'aurait jamais pu espérer un résultat pareil, quoi. C'est juste hallucinant. Je suis pleine d'émotions, c'est magnifique, je trouve pas d'autres mots. Des mots, pourtant il faudra en trouver pour transformer cette victoire électorale en mouvement politique durable. Et rappelons qu'hier, Daniel Cohn-Bendit écartait sur notre antenne toute ambition présidentielle pour 2012. Et si les Verts ont réalisé une percée, François Bayrou, lui, a vécu une mauvaise soirée. Il est très loin, très loin de son score au premier tour de la présidentielle. Il est aussi critiqué par ses propres amis. Sa stratégie est remise en cause. Hélène Hugues, Annie Triboire. Retranché dans son bureau depuis hier soir, François Bayrou a décidé de garder le silence. Visage blême après l'annonce des résultats. Lui qui n'était pourtant pas candidat à ces élections européennes, il l'a reconnu hier soir. Cet échec, c'est le sien. J'ai pensé que l'on ne pouvait pas séparer les enjeux nationaux et les enjeux européens. Je n'ai pas réussi à faire partager ce sentiment. Et je me suis laissé entraîner dans une polémique excessive qui a troublé. Mea culpa, après une campagne européenne presque exclusivement dirigée contre Nicolas Sarkozy. Allusion aussi au violent échange qu'il a opposé à Daniel Cohn-Bendit jeudi soir sur France 2, une stratégie personnelle dénoncée aujourd'hui par ses amis. Il y a eu, dans la dernière ligne droite, une erreur de stratégie formidable, quoi, il faut l'admettre, qui est que les gens ont eu l'impression, on a donné l'impression aux gens qu'ils faisaient une élection présidentielle. Il y a beaucoup de gens autour de lui qui veulent aussi pouvoir s'exprimer, pouvoir défendre un mouvement qui est le leur, au même titre que lui. Le Modem voulait disputer la 3e place à Europe Écologie, le voilà relégué 8 points derrière. À peine 8,5% des voix, 6 élus, les militants du Modem aussi veulent qu'on tire les leçons. Je crois qu'il faut qu'on change, honnêtement. Je crois qu'il y avait une dynamique extraordinaire de militants, jeunes et moins jeunes, et qu'on n'a peut-être pas su écouter tout ce qu'ils avaient à dire. François Bayrou est aujourd'hui plus isolé que jamais, à la recherche d'une nouvelle stratégie pour la présidentielle de 2012.
Voilà pour cette nouvelle donne politique. Brice Teinturier de l'Institut TNS Sofres Logica nous a rejoint. Bonsoir Brice, car il y a ce soir des questions, voire des protestations sur l'influence qu'aurait eu la diffusion du film Home de Yann Arthus Bertrand sur notre antenne vendredi soir. Influence sur le vote écologiste. Vous nous apportez des éléments qui montrent que la poussée verte était en fait bien antérieure, Brice. Oui David, puisque comme on le voit ici, le 27 et 28 mai, nous avons les listes Europe Écologie qui sont à 11%, donc derrière le MoDem à 13,5%. Mais dès le 2 juin, dans une seconde enquête, nous mesurons la progression des listes Europe Écologie qui sont à 13,5% et qui passent devant les listes du MoDem. Nous avons relancé une enquête qui est le 3 et 4 juin, donc avant la diffusion de Home, qui confirme et amplifie cette montée en puissance des listes Europe Écologie, qui se produit donc avant la diffusion du film Home. Et cette dimension se termine avec le scrutin à 16,3%. La dynamique était là, elle était antérieure à la diffusion de Home. Alors il est impossible pour autant d'affirmer que ça n'a eu aucune influence, mais c'est vrai qu'il est difficile également de dire quelle est la cause et quelle est la conséquence dans le succès de ce film. Oui, la diffusion a probablement conforté les électeurs qui avaient décidé de voter pour les listes Europe Écologie. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que si ce film a eu autant de succès, c'est parce que la sensibilité était antérieure. Il ne faut pas inverser la cause et l'effet. C'est parce que des millions de Français sont sensibles à cette dimension environnementale qu'ils ont voté pour Europe Écologie et qu'ils ont également regardé ce documentaire Home. Ce n'est pas l'inverse qui s'est produit, ce n'est pas Home qui a créé le résultat. Merci Brice Teinturier pour ces explications. En bref et en images, un mot des autres formations qui ont obtenu des élus. Le Front National, avec un peu plus de 6% des voix, aura 3 eurodéputés, dont Marine et Jean-Marie Le Pen. Le Front de gauche obtient, lui, 4 élus, dont Jean-Luc Mélenchon. Marie-Georges Buffet n'était pas candidate. Libertas n'obtient qu'un seul siège, celui de Philippe de Villiers, dans la région ouest. Au plan national, il est sous la barre des 5%. Et puis l'Alliance Outre-mer obtient également un élu. Il s'agit de Elie Oro, arrivé en tête dans l'océan Indien. Pour être complet, parmi ceux qui n'ont pas d'élu, mais qui sont au-dessus de 1% des voix, l'ENPA, l'Alliance écologiste, le mouvement Debout la République de Nicolas Dupont-Aignan et Lutte ouvrière. Voilà pour la France. Au plan européen maintenant, la tendance est à peu près la même. Les conservateurs renforcent leur position. La crise économique et financière n'a pas profité à la gauche social-démocrate. Loïc Delamornay. Dans presque toutes les capitales, c'est une fête en bleu. À l'image de la droite espagnole qui célébrait hier soir sa victoire à Madrid, l'Europe a conforté son ancrage à droite. Il y avait déjà eu une vague bleue lors des élections de 2004. Celle de 2009 est encore plus prononcée. Seuls 2 pays de l'Union, la Grèce et la République tchèque, ont basculé de droite à gauche. À Bruxelles, le président du groupe PPE, qui fédère les droites européennes, dont l'UMP, était presque surpris de l'ampleur de la victoire. C'est merveilleux. On s'attendait à beaucoup, mais pas à ce niveau-là. Les gens dans la crise, même s'ils nous critiquent, même s'ils nous tapent dessus dans les réunions, ils nous font confiance. Les grands ténors de la gauche européenne s'effondrent, au premier rang desquels Gordon Brown. Les travaillistes britanniques réalisent leur plus mauvais score depuis 1918 et arrivent en 3e position. Sévère défaite également pour les socialistes portugais et défaite plus mesurée pour la gauche espagnole. En revanche, à l'image de la France, les grands gouvernements conservateurs ont été confortés. En Allemagne, Angela Merkel s'impose face à la gauche social-démocrate qui recueille son plus mauvais score aux européennes. En Italie, Silvio Berlusconi se maintient, même si la gauche limite sa défaite. Résultat, sur les 736 sièges du nouveau Parlement, la droite conservatrice se taille une part de lion. Au niveau européen, les Verts confirment leur percée avec 48 sièges. Autre percée, celle de l'extrême droite, souverainiste et populiste, qui progresse dans 8 pays, à l'image des Pays-Bas, où le parti islamophobe de Geert Wilders arrive en 2e position. Voilà ce que l'on pouvait dire sur ces élections européennes. Et comme chaque lundi, nous vous proposons à ce propos la question de la semaine. Question, le succès d'Europe Écologie entraîne-t-il une nouvelle donne dans la vie politique française? Oui ou non? À vous de cliquer sur la page 20h du site france2.fr. Résultat jeudi. Deuxième titre de l'actualité, la progression des recherches dans l'océan Atlantique après la disparition de l'Airbus. Nous avons reçu les premières images des parties de l'avion qui ont été retrouvées. Arnaud Comte, Jacques Duboz. Barrée de bleu, blanc, rouge aux couleurs d'Air France, la gouverne de direction de l'Airbus A330.
Sur cette photo, les secouristes brésiliens entament une opération de repêchage. Des dizaines d'autres débris ont été récupérés à 70 km de l'endroit où l'avion avait émis son dernier signal. Dans cette zone de 200 km², soit 2 fois la superficie de Paris, 16 corps ont déjà été repêchés par les forces brésiliennes et la frégate française Ventose. C'est pas facile, hein, la zone est vaste, la météo nous gêne, les courants font dériver les corps. Donc ce qu'il faut c'est être tenace. On a recueilli 7 victimes qu'on a pris en charge et qu'ensuite on a remis à la marine brésilienne afin qu'ils soient transférés vers une île à proximité. Sur l'île de Fernando de Noronha, base avancée des opérations au milieu de l'océan, les secouristes aménagent des conteneurs frigorifiques en prévision de l'arrivée des premières dépouilles. L'aide que pourra nous apporter les familles des victimes, le moment venu et quand la police le demandera, sera de reconnaître les effets personnels, car nous ne savons pas dans quel état les corps arriveront ici. Un travail d'identification auquel participeront des gendarmes français. Ils doivent arriver dans les prochaines heures au Brésil. Et puis des indications sur l'enquête. Depuis plusieurs jours, elle se concentre sur les capteurs qui équipent l'Airbus. Ce sont de petites sondes qui servent à calculer la vitesse et la position des avions. Elles sont indispensables pour les pilotes. Explication Jérôme Bermin, Patrick Desmully. Les sondes Pitot, tous les avions en sont équipés depuis les débuts de l'aéronautique. Ce sont ces petits tubes qui permettent de mesurer la vitesse. Sur l'A330, il y en a 3 placés à l'avant de l'appareil. L'air s'engouffre à l'intérieur du tube et fait pression sur un capteur, ce qui permet de calculer la vitesse. Je vais vous montrer les tubes Pitot. Des pannes de ces sondes, il y en a sur tous les avions et les procédures sont connues. C'est quand même prévu, c'est pas nouveau, on n'a pas attendu ce genre d'éléments. Lorsque l'ordinateur de bord vous dit « j'ai un problème d'information », vous déconnectez tout, vous déconnectez le pilote automatique, vous déconnectez la puissance automatique et vous affichez les paramètres qui sont à indiquer, c'est-à-dire à l'altitude correspond une certaine puissance et une certaine assiette. Donc vous tirez sur le manche pour le mettre à une certaine puissance. La nuit du drame, c'est un fait établi. L'A330 a signalé une incohérence des mesures de vitesse, entraînant une cascade de messages, 24 en tout. Mais le bureau enquête et analyse reste très prudent. Mais qui vous dit que c'est la sonde? Le système détecte des incohérences de vitesse. La cause peut être diverse. Encore une fois, n'extrapolez pas, je vous en supplie. Air France reconnaît avoir eu récemment une série d'incidents sur les sondes qu'elle qualifie de bénins. Elle s'est engagée dans un programme de remplacement d'abord sur ces A320, puis sur les A330 et 340. Programme lancé le 27 avril dernier. Ces derniers jours, Air France a décidé d'accélérer ses remplacements, mais a précisé que l'Airbus disparu la semaine dernière n'avait pas eu le temps d'en bénéficier. Et à la fin de ce journal, nous referons un point dans la zone des recherches avec notre envoyé spécial sur place. Dans l'actualité également, nous l'évoquions dès hier lors de la soirée électorale, la mort du doyen des chefs d'État africains, Omar Bongo, a été confirmée de sources officielles. Omar Bongo avait 73 ans, il était président du Gabon depuis 41 ans. Christian Autain. Le président Omar Bongo est mort ici, dans cette clinique de Barcelone. Hospitalisé depuis un mois, le doyen des chefs d'État africains a officiellement succombé à un arrêt cardiaque à l'âge de 73 ans. La nouvelle est tombée cet après-midi dans un message du Premier ministre gabonais. Presque un demi-siècle de pouvoir sans partage. Quand il est élu pour la première fois en 1967, Omar Bongo est alors à 32 ans le plus jeune chef d'État au monde. D'abord simple postier, Bongo travaille pour les services secrets français après la guerre. Une activité qui lui vaudra d'être promu vice-président du Gabon en 1960, lorsque son pays accède à l'indépendance. Omar Bongo aura connu tous les présidents de la Ve République. Il aura tissé des liens privilégiés avec chacun d'entre eux. Signe de cette intimité, il appelait Jacques Chirac mon frère. Nicolas Sarkozy n'y fera pas exception. À peine élu, il lui consacre son premier voyage officiel. Riche en ressources pétrolières et minières, le Gabon a été de tout temps choyé par la France. Symbole de la France-Afrique, le président Bongo incarnait cette relation paternaliste, rejetée par tout le monde, y compris par lui-même. Le colonialisme, c'est fini. La France n'a qu'à oublier, ne pas s'occuper de ce que nous faisons. C'est notre affaire à nous, nous ne sommes plus de gamins. Au début des années 90, le chef d'État gabonais doit faire face à une vague de violence menée par l'opposition. En guise d'apaisement, Omar Bongo introduit un multipartisme de façade.
La fin de son règne est entachée par des accusations de détournement de fonds publics. Malade depuis plusieurs mois, le président Bongo avait suspendu ses activités début mai avant d'être hospitalisé en Espagne. C'est le président du Sénat qui assure l'intérim en attendant l'élection d'un nouveau chef d'État. Et aussitôt cette mort annoncée, les frontières du Gabon ont été fermées. Les autorités demandent aux Gabonais de rester unis et solidaires et un deuil de 30 jours a été décrété. Nicolas Sarkozy salue ce soir, je cite, un ami fidèle de la France et une haute figure de l'Afrique. À l'étranger encore et en bref, les résultats officiels des élections au Liban. C'est la coalition pro-occidentale qui l'a emporté, défaite donc du Hezbollah et de ses alliés. Les discussions vont commencer pour former un gouvernement. Paris salue la vitalité de la démocratie libanaise et il faut dire que la participation a battu un record à plus de 54%. Retour en France avec l'ouverture demain d'un procès très attendu, celui de l'énigme de l'affaire Courgeot, qu'on avait appelée à l'époque l'affaire des bébés congelés. Véronique Courgeot est accusée de 3 infanticides sur 3 de ses nouveau-nés, dont 2 trouvés dans un congélateur. Chacun aujourd'hui, y compris dans son entourage, s'interroge encore sur les raisons de ce geste. C'est le dossier de cette édition. Il est signé Dominique Verdaillan et Bruno Vignet. Une image de la vie ordinaire. Véronique Courgeot dans la cuisine de sa maison à Séoul. Elle reçoit des amis. La caméra panote. Dans une pièce attenante, un congélateur. Seule Véronique Courgeot connaît son exacte contenance. Le 23 juillet 2006, son mari y fait une découverte macabre. 2 nouveau-nés. Il prévient la police coréenne. Les expertises ADN sont accablantes. De retour en France, les époux font face à la presse. Ils parlent d'une même voix. C'est un cauchemar. Et c'est vrai que cette affaire nous dépasse totalement. On ne comprend pas ce qui nous arrive. Nous ne sommes pas les parents de ces 2 enfants. Nous pouvons simplement dire que nous ne sommes pas les parents de ces bébés. C'est tout. Personne alors dans leur entourage ne met en doute les paroles du couple. Aujourd'hui, pour sa belle-mère, Véronique Courgeot était dans l'impossibilité de reconnaître l'inimaginable. Elle n'a pas pu affronter tout le monde en disant bah oui c'est moi, c'est moi. Elle n'a pas eu la force de le faire. En garde à vue, Véronique Courgeot avoue 3 infanticides, les 2 en Corée en 2002 et 2003 et un en France en 1999. Un nouveau-né qu'elle a incinéré dans la cheminée dans sa maison. C'est pas une sorcière. Hein. Pour vous, c'est pas quelqu'un qui vous a menti, trahi? Si, elle nous a menti. Trahi, j'irai pas, non. Mais menti, oui. Mais je pense que d'une façon ou d'une autre, tous les gens qui ont des problèmes psychologiques, ils mentent. La seule réponse que je peux faire, c'est qu'elle a déjà annoncé ses 2 premières grossesses très tardivement, ce qui prouve qu'elle avait déjà un problème. La première, elle l'a annoncé au bout de 3 mois, et la deuxième, elle l'a annoncé au bout de 5 mois. Ce qui prouve qu'elle avait déjà un problème. On n'a pas vu que son attitude silencieuse, toujours en retrait, était le signe d'une très grande détresse intérieure. Après avoir été suspecté de complicité, d'assassinat, de nourrisson dont il ignorait l'existence, son mari bénéficie d'un non-lieu. Qu'on puisse ne pas voir qu'une femme est enceinte à 9 mois de grossesse, c'est difficile à comprendre. Et pourtant, ce sont des choses qui existent. Il l'aime toujours. Il ne peut pas la laisser tomber. C'est impossible. Il a raison. On est tous responsables d'elle. Déni de grossesse ou volonté délibérée de donner la vie et la mort. Les experts ne sont pas d'accord. Et pour son avocat, Véronique Courgeot s'interroge toujours. Les actes affreux qu'elle a commis, évidemment, ce meurtre de bébé, c'est insupportable. Mais ces actes, elle ne les comprend pas elle-même. Cela lui procure une immense douleur de les avoir commis. Et c'est tout le problème. Et je crois que peu de gens comprennent. Aux 12 jurés de Tours de comprendre ce mystère et de dire quelle peine pour une femme qui pendant 7 ans a porté seule un terrible secret. Ouverture du procès donc demain. La justice encore en bref, la justice administrative. Le Conseil d'État a annulé les élections municipales à Corbeil-Essonnes et déclaré le maire UMP Serge Dassault inéligible pour 1 an. Il est accusé d'avoir, entre guillemets, acheté des voix en versant de l'argent liquide à des électeurs. Serge Dassault a toujours pointé l'absence de preuves. La somme exacte des dons n'est
pas été précisément déterminée, mais la sincérité du scrutin en aurait été altérée. Autre cause, même effet, l'élection municipale d'Aix-en-Provence est également annulée. Les conseillers d'État considèrent que des propos gravement diffamatoires ont pu modifier ce résultat pendant la campagne. Il est 20h23, restez avec nous à suivre des patrons voyous en prison. La justice a condamné les 2 repreneurs de l'usine Samsonite de Hénin-Beaumont pour avoir provoqué sa faillite et détourné des millions d'euros. Couper du vin blanc avec du vin rouge ne fera pas du vin rosé. La Commission européenne a renoncé à autoriser les mélanges. Et puis, oui, les mentalités peuvent changer en France. On verra qu'après en avoir été le champion d'Europe, notre pays est devenu un modèle pour la modération de la consommation d'antibiotiques. D'abord donc ce jugement dans une affaire de faillite dont on avait beaucoup parlé à l'époque, celle de l'usine de valises Samsonite. C'était il y a un peu plus de 2 ans. Les 205 salariés licenciés s'étaient révoltés. Ils avaient accusé les repreneurs d'avoir délibérément provoqué la fin de l'activité en détournant de l'argent. Ils viennent d'obtenir gain de cause devant les tribunaux. Sophie Brune, Philippe Turpot. De la prison ferme pour des patrons voyous, de quoi satisfaire les anciens salariés de Samsonite. À la sortie du tribunal, ils sont conscients que leur affaire est devenue exemplaire. Il faudra que certains patrons réfléchissent à 2 fois avant de faire n'importe quoi. Puisque là, à partir de maintenant, ça risque la prison, ce qui était très rare jusque maintenant. Il ne faut pas oublier les 200 personnes qui ont été licenciées dans cette arnaque, parce que c'était une grosse arnaque. Une arnaque sous forme de fausse reprise. En 2005, Samsonite revend son usine d'Hénin-Beaumont à un repreneur. 1 an et demi plus tard, celui-ci met la clé sous la porte et licencie les 205 salariés. Une fermeture qui, en pleine campagne présidentielle, suscite l'indignation. Aujourd'hui, la justice estime que les dirigeants sont bien coupables d'avoir provoqué cette faillite, mais pour leurs avocats, ce ne sont que des boucs émissaires. Il fallait montrer à tout le monde qu'on savait poursuivre et réprimer. Bon, la répression à ce niveau-là, elle est d'une violence inouïe. Les condamnés n'iront pas en prison ce soir. Les anciens dirigeants devraient faire appel de ce jugement. En bref, vous vous souvenez sans doute de cette explosion de gaz qui avait fait 18 morts en décembre 2004 à Mulhouse. Eh bien, 4 ans et demi après, Gaz de France a été condamné à 232 000 € d'amende, reconnu coupable d'ingérence, d'imprudence et de différents manquements. C'est une canalisation qui avait explosé. La fin d'une angoisse pour les producteurs de rosé français ou italiens. Vous le savez, la Commission européenne envisageait d'autoriser le mélange de vin rouge et de vin blanc, comme on le fait en Afrique du Sud ou en Australie par exemple. Une hérésie bien sûr pour les amateurs de rosé. Finalement, Bruxelles vient d'y renoncer. Olivier Théron, Raymond Chaplard. Alors je mets quelques gouttes, comme ceci, j'agite. Voilà ce que l'Europe n'autorisera pas, le rosé de coupage. 95% de vin blanc ajouté à 5% de vin rouge. C'était ça l'idée des grands producteurs américains ou australiens. Mettre sur le marché européen un mélange qui profiterait de l'engouement que connaît le rosé depuis 10 ans, avec 27 millions de consommateurs chaque année. Un peu comme si le rosé n'était pas un vin à part entière, mais juste une couleur. Le vin rosé ne se résume pas à sa seule couleur. Il est impensable de le résumer à cette couleur-là. Le vin rosé, c'est aussi des senteurs bien spécifiques, des senteurs de fruits rouges par exemple, comme la framboise, la fraise, de banane. Et en aucun cas, ce type d'arôme n'est trouvé dans un vin blanc qui va être coloré en rouge. Au centre du rosé de Vidauban, nous avons poursuivi l'expérience et invité des œnologues et des sommeliers pour une dégustation à l'aveugle. 3 verres, 2 vrais rosés et un vin coloré. Le verdict est immédiat et sans appel. Le premier vin, c'est des vrais rosés fruités avec du charme, et le troisième, il est dégueulasse à mon avis. L'annonce de l'Union européenne de renoncer au coupage soulage toute la filière et les 30 000 personnes qui en dépendent. C'est l'Europe des terroirs qui l'a emporté sur l'Europe de la mondialisation. Ce qui les a convaincus, je crois, c'est la protection du consommateur, puisque le coupage introduisait une ambiguïté terrible sur la vente du rosé. En fait, on vendait du blanc en faisant croire que c'était du rosé. Je crois que c'est ça qui a déclenché. Le rosé de l'été sera issu de raisins à peau noire et à jus blanc, avec une macération à froid contrôlée pour obtenir cette robe cristal. La mise en bouteille est en cours, ne manque que le retour du soleil. La santé, qui a dit que les Français étaient figés dans leurs habitudes? Il y a quelques années, notre pays était l'un des champions du monde pour la consommation d'antibiotiques.
pendant distribués à tort et à travers. Eh bien, une étude internationale publiée récemment montre le chemin accompli ces dernières années. Les comportements ont changé. La France est devenue le bon élève de l'Europe. Sophie Mézel, Annie Triboire. Je suis le médecin, j'ai une angine. C'est l'antibiotique? Non. C'était en 2002, une première campagne de l'assurance maladie. Depuis, chaque année sa campagne. J'ai une angine. Alors, qu'est-ce qu'il a dit le médecin? Le but, sensibiliser les Français à leur consommation d'antibiotiques, car le constat est alarmant. En 2001, la France a le bonnet d'âne de l'Europe. 36 doses pour 1000 habitants, contre une moyenne européenne de 21. Le danger, cette forte consommation rend les bactéries plus résistantes. Mais aujourd'hui, les résultats sont là, la chute est spectaculaire. Au bout de 5 ans, l'objectif a été dépassé. Il est de plus de 25%, et particulièrement chez les enfants, puisque chez les enfants, on observe une baisse de l'ordre de 30%. Le message a été compris du grand public. Quand on avait mal à la gorge, avant, on voulait des antibiotiques, même pour les enfants, maintenant non. Je tiens compte de l'avis du médecin, et effectivement, je demande moins ces antibiotiques. Depuis cette campagne? Oui, depuis. Et ce sont aussi les médecins qui ont changé d'attitude. On en prescrivait peut-être parfois par précaution, parce que c'est jamais agréable qu'un patient revienne au bout de 48 heures quand il a un syndrome viral qui se surinfecte. On a toujours l'air un peu... C'est toujours un peu difficile d'expliquer aux gens, bah oui, on ne vous donne pas d'antibiotiques, on réexamine la situation dans 2 jours. Pour justifier leur diagnostic, les médecins peuvent aussi utiliser ces tests. Ils diront si une angine est virale ou bactérienne, si elle nécessite juste de patienter ou s'il faut prendre des antibiotiques. Avant de refermer ce journal, retour sur les recherches qui progressent dans l'Atlantique après la disparition de l'Airbus d'Air France. Bonsoir Lionel Feuerstein, vous êtes en direct de l'île Fernando de Noronha, d'où partent et reviennent les navires. On fait un dernier point avec vous sur ces recherches et sur le dispositif. Alors en ce moment, les 16 corps qui ont été repêchés sont à bord du navire le Constitución qui s'approche des côtes de Fernando de Noronha. Une fois qu'il sera suffisamment proche, vraisemblablement demain matin, un hélicoptère ira chercher ces corps. Il les ramènera ensuite ici où des médecins légistes procéderont aux premières investigations. Ensuite, ces corps seront envoyés à Recife. Mais à Recife, les familles, en tout cas pour le moment, ne pourront pas y accéder. En ce qui concerne l'enquête, le sous-marin nucléaire qui a été envoyé sur place arrive mercredi là à son bord. Un sonar qui devrait permettre de détecter ces fameuses boîtes noires. Mais c'est l'Ifremer qui est chargé de récupérer éventuellement ces boîtes noires. Le navire a à son bord 2 robots qui peuvent descendre à 6000 mètres de profondeur. Il est attendu sur la zone vendredi soir. Lionel Feuerstein à Fernando de Noronha. Merci Lionel pour ces dernières précisions. C'est la fin de ce journal. Je vous en rappelle l'un des principaux titres. Au lendemain des élections européennes, Nicolas Sarkozy veut faire fructifier le succès de l'UMP. Il a reçu tout à l'heure les 29 élus européens de sa majorité. Il prépare le remaniement pour les prochains jours et annoncera de nouveaux chantiers la semaine prochaine. Daniel Cohn-Bendit, de son côté, l'un des grands gagnants du scrutin également, écarte l'idée d'une grande formation à gauche, mais n'exclut pas des alliances. Quant au Parti socialiste sonné, il prépare un conseil national demain. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, c'est la météo avec Laurent Romeshko. À 20h35, FBI porté disparu. N'oubliez pas, à 22h20, complément d'enquête avec Benoît Duquesne. Alimentation, main basse sur la terre. À demain. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.